Bonjour à tous pour ce webinaire de rentrée organisé par la Société française de neurologie de façon conjointe avec l'ANLF, l'Association des neurologues libéraux de langue française, et l'ANAINF pour les internes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de thérapie anti-amyloïde et j'ai donc le plaisir de vous présenter nos deux orateurs qui sont le docteur Nicolas Villain qui est neurologue à la Pitié-Salpêtrière au CM2R de la Pitié-Salpêtrière et le professeur David Wallon qui est le président de la Fédération des centres mémoire et qui est responsable du CM2R de Rouen. Et ben, je vais vous laisser présenter votre programme, partager l'écran et je serai assistée d'Ariel Azoulay, du docteur Ariel Azoulay qui est là, qui est neurologue à Paris pour la modération et la gestion des questions. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de la SFN. Donc vous pourrez revoir si vous souhaitez cette présentation et sans plus tarder, bah, je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup, Céline. Je prends la parole, Nicolas Villain. Donc, merci pour l'introduction et pour l'invitation, puisqu'on est de manière complètement fortuite plus dans l'actualité qu'on y pensait, puisque vous avez peut-être suivi, mais la semaine dernière, la HAS a refusé l'accès précoce pour les médicaments dont on va parler. Donc, on va pouvoir en parler. On a adapté d'ailleurs notre programme avec David et on aura aussi Ariel Azoulay, qui est neurologue libéral dans le 12e à Paris et qui nous fera l'honneur de nous modérer. Et j'espère qu'elle aura pu se connecter avec un micro d'ici les questions. Donc, on avait pensé déjà vous présenter nos liens d'intérêt. Je pense que c'est important quand on parle du médicament. David présentera les siennes quand il prendra la parole tout à l'heure. En ce qui me concerne, euh, si vous allez sur Transparence Santé, il y a pas beaucoup d'euros pour moi. Les derniers datent de 2016, quand j'étais encore interne et que naïvement, je signais les feuilles à la fin du buffet. Mais depuis, je ne me suis pas fait un euro de la part de l'industrie pharmaceutique. Je participe pourtant à plein d'essais cliniques. Évidemment, vous savez comment ça marche en France, l'argent va directement à l'hôpital. Je suis également expert pour certains laboratoires, mais j'ai demandé des contrats à titre gratuit. Je donne également des conférences dans certains séminaires que vous avez pu voir organisés par les labos, mais à nouveau, je ne demande pas à être rémunéré. Donc, on a prévu ce plan en quatre parties. Je vais rappeler ce qu'est le lecanemab et le donanemab. D'ailleurs, j'aurais pu le rajouter. Ce que sont en fait ces immunothérapies anti-amyloïdes. On va finalement, avant de faire de la polémique, on va quand même faire de la science et de la médecine. Après, David vous parlera donc de refus de l'autorisation d'accès précoce, donc acronyme d'AAC, par la commission de transparence de la HAS et les arguments qu'a émis la HAS et les contre-arguments que vous présentera David. Après, on essaiera de dépasser le débat, réévaluer finalement la balance bénéfice-risque, comment on peut faire mieux que ça, puisque vous allez voir que David et moi parlerons d'une seule voix, puisque nous ne sommes pas vraiment d'accord avec l'évaluation qu'on a faite la HAS. Et puis, David vous fera un peu de science-fiction, puisque là, on est mal parti. Ça devait être le thème principal de cette présentation. On parlera des aspects pratiques à la fin. Je suis désolé, David, je parle pour toi, mais c'est plus fluide pour le début. Tu prendras la parole tout à l'heure. Donc, d'abord, commençons par qu'est-ce que le lecanemab? Donc, de manière globale, je vous ai pas fait quand même de rappel physiopathologique sur la maladie d'Alzheimer. On est entre neurologues, donc maladie neurodégénérative, vous le savez, qui va donner un déclin cognitif progressif et qui s'accompagne d'agrégats bêta-amyloïdes et taux à l'autopsie. Donc, une des hypothèses physiopathologiques est la cascade amyloïde, qui n'est pas parfaite, mais aujourd'hui, aucun spécialiste dit que l'amyloïde pour autant ne sert à rien. Les débats se situent exactement sur son importance et son rôle, mais aujourd'hui, n'importe quel spécialiste, même amyloïdosceptique, conviendra que l'amyloïde a au moins un rôle, même partiel, dans la physiopathologie. Donc, cet amyloïde qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est les médicaments dont on va parler qui sont les plus avancés, de quoi on parle? On parle tout d'abord d'une protéine qui s'appelle l'APP. L'APP, c'est la protéine précurseur du peptide bêta-amyloïde, qui est donc une protéine transmembranaire et qui est donc sécrétée au niveau des membranes, puis ensuite clivée au niveau de la jonction, enfin au niveau membranaire, pardon, par les bêta puis gamma sécrétases. Et donc, vous voyez, c'est la fraction là qui est intramembranaire qui va finalement aller en extracellulaire. Et ce fragment, la jaune, qui est un petit peptide, hein, ça va être 42 maximum à 30 et quelques acides aminés. Il y a plusieurs longueurs
qui est mis en extracellulaire et qui s'agrège de façon anormale dans la maladie d'Alzheimer. Et quand ça s'agrège de façon anormale, ça quitte la forme monomérique et ça devient d'authentiques oligomères, puis fibrilles, puis plaques. Et donc, ce sont ça les plaques amyloïdes. Les immunothérapies anti-amyloïdes sont tout simplement des anticorps qui vont aller cibler, on va le voir, différentes formes des peptides bêta-amyloïdes et donc entraîner leur clairance. Plusieurs anticorps anti-amyloïdes ont été développés, on y reviendra brièvement. Et donc, parmi eux, les deux dont on va parler sont les deux qui ont une particularité, c'est quand même de nettoyer fortement la tête amyloïde, contrairement d'ailleurs aux anciens anticorps, hein, le solanezumab notamment, le gantenerumab faible dose, ou l'aducanumab qui nettoyait à moitié, où là, on a une véritable clairance très forte du PET amyloïde avec beaucoup de patients qui nettoient vraiment leur tête amyloïde qui devient négatif. Donc, vous voyez que ces anticorps, pourtant, ne sont pas non plus stricto sensu superposables, hein. Le lecanemab va se fixer exactement aux formes protofibrillaires de plaques, enfin de peptides amyloïdes agrégés, quand le donanemab, lui, se fixe de manière très spécifique aux plaques. Il va aller se fixer sur une forme pyroglutaminée du peptide bêta-amyloïde qui ne se voit que dans les plaques. Donc voilà, ils ont quand même des différences, même si les deux sont des anti-amyloïdes. Alors, euh, la voie vers les traitements anti-amyloïdes, ça a été quand même une longue route sinueuse. Et d'ailleurs, elle est probablement toujours très sinueuse, puisque ça a commencé finalement en 1992 avec l'hypothèse de la cascade amyloïde émise par John Hardy sur la base des résultats génétiques que David connaît bien mieux que moi, qui montre qu'effectivement, il n'y a que des mutations, des formes mendéliennes de maladie d'Alzheimer ne sont observées que chez les gens qui ont des mutations sur la voie amyloïde, donc les gènes précurseurs de la protéine APP ou des sécrétases que l'on a vu jusqu'auparavant et pas du tout sur la voie tau. Donc, on se dit, bon, finalement, l'amyloïde, c'est quand même important et c'est peut-être tout ce qui déclenche finalement tout le reste, notamment la tauopathie, qui elle est absolument non spécifique, puisque on a de la tauopathie dans la maladie de Niemann-Pick, on a de la tauopathie dans les tauopathies 4R, type maladie de Pick, PSP, etc. On a de la tauopathie dans les iglons 5, on a de la tauopathie un peu partout finalement. Donc l'hypothèse, c'était de se dire que cet amyloïde est quand même spécifique à l'Alzheimer, déclenche la tauopathie, déclenche la neurodégénérescence. Ça a été suivi finalement de premiers essais médicamenteux sur la base tout d'abord d'essais chez la souris qui surproduisait de l'amyloïde avec un vaccin, la N1792, dans les années 90-2000, qui s'est finalement révélé être un échec puisque l'essai a été arrêté en phase 2, pas forcément pour un manque d'efficacité, mais pour un problème de tolérance avec des patients qui faisaient des méningoencéphalites, on y reviendra. Ensuite, pendant à peu près 10 ans, on est passé aux immunothérapies passives. Donc cette fois-ci, on a injecté directement les anticorps, ce qui permettait justement de moduler ces potentiels effets secondaires en modulant le titre d'anticorps. Et ça a été beaucoup mieux toléré. Pour autant, ça n'a pas du tout marché, avec quand même des preuves d'efficacité biologique, mais quand même pas vraiment comparables à ce qu'on a aujourd'hui, et surtout l'absence d'effets cliniques. Et puis, il y a eu un premier effet aducanumab sur lequel on reviendra. Ça a été le premier médicament à avoir une phase 1B positive, puis ensuite une phase 3 sur 2 positive. Et après, le lecanemab et le donanemab dont on va parler, qui eux ont montré de manière robuste une efficacité à la fois biologique et clinique. Ces médicaments ont été autorisés aux États-Unis depuis déjà 2 ans. L'Europe a donné un feu vert donc au printemps pour ce qui concerne le lecanemab et cet été pour ce qui concerne le donanemab. Et voilà, et c'est l'actualité malheureusement. La France a dit non pour un accès précoce au lecanemab la semaine dernière. Donc, finalement, ça j'en ai déjà parlé. Donc l'effet aducanumab, en quoi il a été changeant? C'est-à-dire qu'on est passé d'une série d'essais que je résume très rapidement qui ne marchent pas du tout à tout d'un coup une molécule qui, dans une phase 1B, donc pas du tout designée pour mettre en évidence une efficacité clinique, donc évidemment avec plein de limites, mais méthodologiques. Mais en tout cas, vous voyez donc sur ces graphiques à droite qui montrent l'évolution de deux échelles à la fois cognitives pour le MMS et cognitives et fonctionnelles pour la CDR-SB, l'évolution de la CDR chez le groupe placebo, donc qui est à peu près là d'1,52 points en un an, et qui chute
à devenir quasiment nul pour les groupes testés avec, vous voyez, un très bel effet dose. Et en parallèle de ça, évidemment, vous aviez un effet biologique très important vous voyez, les bêta-amyloïdes qui sont ici positifs se négativent à forte dose. Donc, un effet un peu nouvel espoir, vraiment changement de paradigme. On a enfin une thérapie qui nettoie vraiment les bêta-amyloïdes et ça marche aussi sur la clinique. Pour autant, l'aducanumab, ça a été comme Star Wars, hein, ça a été un nouvel espoir, mais finalement, la dernière trilogie, elle est quand même beaucoup moins bien que les premières. Donc, on n'a pas arrêté d'alterner entre le bon et le mauvais. Et puis surtout avec donc deux essais de phase 3 qui ont été lancés juste après la phase 1B, arrêtés précocement pour analyse de futilité, avec finalement une phase 3 négative, une phase 2, une phase 3 positive, avec ensuite beaucoup d'allers-retours auprès des régulateurs, quand même une autorisation conditionnelle de la FDA, mais un refus de l'Agence européenne du médicament, et finalement de fortes restrictions de prise en charge des États-Unis, notamment du système Medicare, qui finalement ont contraint Biogen à complètement arrêter le développement de l'aducanumab. Donc, un espoir, mais déjà des controverses. Ce qui était nouveau pour vous montrer quand même des choses en chiffres par rapport avec l'aducanumab par rapport aux autres molécules, c'est que l'aducanumab, lorsqu'on utilise des unités un peu standardisées de quantité de plaques amyloïdes telles qu'on le mesure en PET amyloïde avec des unités qu'on appelle le centiloïde, c'est une unité qui va de 0 à 100. 0, c'est à peu près la moyenne qu'on observe chez des sujets jeunes qui donc n'ont pas de maladie d'Alzheimer. Et 100, c'est ce qu'on observe en moyenne chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer au stade de démence. Quand on fait ça, eh bien, le seuil de positivité est en général aux alentours de 20-30. Donc, si vous avez un PET, un centiloïde en dessous de 20-30, eh bien, vous êtes considéré comme négatif. Au-dessus, vous êtes positif et entre-temps, vous avez la zone grise. Eh bien, l'aducanumab, vous voyez, nettoyait de 44 centiloïdes en un an, ce qui était important et bien supérieur à ce qu'on avait jusqu'à présent, avec notamment, par exemple, la plus grande preuve qu'on avait d'efficacité, c'était avec le bapineuzumab qui ne nettoyait que 5 centiloïdes. Donc, on a quand même un vrai changement biologique avec l'aducanumab. Mais malheureusement, c'est comme je vous ai dit, pas l'aducanumab ni Biogen qui en ont bénéficié, c'est le lecanemab et le donanemab avec deux essais de phase 3 lancés à la fin des années 2010 et finalement rendus tous les deux positifs en 2023. Donc, on va un peu les détailler parce que c'est deux essais cousins. Le lecanemab, donc c'était un essai de phase 3, multicentrique, randomisé, double aveugle, vous imaginez bien, international, avec, on va le voir, à peu près 800 patients dans chaque bras. Donc, c'était des essais, comme je vous dis, assez cousins, hein. Les patients avaient entre 50 et 80 ans, étaient à un stade dit précoce de maladie d'Alzheimer, vous voyez, MMS 22-30, 20-28, donc soit un stade de trouble cognitif léger ou stade dit léger de démence, avec preuve de biomarqueurs. Alors là, ça différait un peu entre les essais. Le lecanemab, c'était la TAP amyloïde positif ou un rapport tau à bêta anormal dans le LCR. Quand pour l'essai donanemab, c'était d'avoir à la fois un TEP amyloïde et un TEP tau positif. Et puis, il y avait des critères d'exclusion qui sont importants pour les effets secondaires, qui vont aussi correspondre d'ailleurs à l'AMM du médicament, puisque ce médicament est quand même autorisé en Europe, avec donc beaucoup d'exclusion de comorbidités microvasculaires cérébrales pour éviter les effets secondaires des médicaments. Donc, les deux essais ont été conduits sur 18 mois de façon à nouveau assez semblable, randomisation 1 pour 1 dans chaque bras. Les différences, c'est quand même que le lecanemab, c'est toutes les 2 semaines en IV, le donanemab, c'est une fois toutes les 4 semaines, donc c'est quand même plus contraignant. Et puis le donanemab, ils avaient quand même fait un design où ils arrêtaient le traitement dès que le PET amyloïde était négatif, ce qui n'était pas le cas du lecanemab. Eh bien, ces deux essais se sont révélés positifs sur tous les critères d'évaluation primaire et secondaire préspécifiés. Alors, voyons un peu en détail, euh, notamment cette échelle CDR-SB sur laquelle on reviendra longuement, puisque c'est elle sur laquelle finalement on va débattre sur la pertinence clinique de cette échelle. Donc, voyons d'abord les résultats. Donc, c'est une échelle, donc, vous voyez, qui, on le reverra plus tard, s'étend de 0 à 18 points. Et premier élément quand même important à prendre en compte, c'est que vous voyez le groupe placebo dans l'essai lecanemab s'aggrave d'environ 1,66 points au cours des 18 mois. Évidemment, la maladie d'Alzheimer ne dure pas que 18 mois, surtout à ce stade précoce, donc il y a pas non plus de 0 à 18 d'amplitude, même chez les placebos. Eh bien, donc sur cette évaluation, donc le placebo fait 1,66, le groupe traité, lui, fait 1,21, donc il y a 0,45 points de différence, soit une différence relative de 27%.
C'est à peu près similaire pour le donanemab. Vous voyez, la taille des bras était un petit peu moins importante, mais vous arrivez après 18 mois à une différence de 0,67 points avec un groupe placebo qui s'est aggravé grosso modo d'1,7, d'1,8 points. Les effets secondaires principaux, ce sont les ARIA. Les ARIA, c'est un acronyme anglo-saxon qui veut dire anomalie d'imagerie liée à l'amyloïde. Ces ARIA sont en fait des œdèmes et des hémorragies cérébrales sous plusieurs formes, soit des œdèmes parenchymateux, soit des œdèmes méningés, soit des micro-hémorragies parenchymateuses, soit des hémorragies méningées. Leur fréquence s'étale de 22% à 10%, enfin, pardon, 22% dans le bras traité, 10% dans le groupe placebo, dans le groupe lecanemab, et 37% dans le groupe pour le donanemab contre 15% dans le groupe placebo, donc un risque relatif à peu près de 2,5. Donc effectivement, il y a un vrai effet médicament sur cet effet secondaire. La plupart du temps, les ARIA sont asymptomatiques ou paucisymptomatiques et peuvent donc être solutionnés finalement juste en suspendant le traitement. Mais des fois, elles peuvent être graves. Et les ARIA graves, bah, ça existe. Et donc, c'était à peu près combien? C'était à peu près 1% dans l'essai lecanemab, 1,3% dans l'essai donanemab. Il n'y a pas eu de décès du lecanemab dans l'essai pivot. En revanche, il y en a eu dans la phase d'extension. Et il y en a eu quelques-uns aussi en vie réelle, maintenant qu'il y en a même aux États-Unis et que c'est remboursé par le Medicare. Le donanemab, lui, a déjà eu des morts dans l'essai pivot. Euh, Là, on va accélérer, on discutera peut-être des arias dans la discussion. Donc tout finalement, la discussion qu'on va avoir maintenant, c'est celle de la fameuse balance bénéfice-risque, pour laquelle tout le monde n'est pas d'accord, puisque d'un côté, donc vous avez tous ces pays qui ont donné une AMM au lecanemab, jugeant donc les bénéfices supérieurs au risque. Voilà, donc vous avez les petits drapeaux. Vous avez au milieu, j'ai mis les Britanniques et les Européens qui ont donné l'AMM, mais dans un groupe restreint par rapport à l'essai pivot, notamment en excluant les groupes les plus à risque d'ARIA, notamment les apoeucates homozygotes et les patients sous anticoagulants. Et enfin, donc la France qui s'est prononcée la semaine dernière négativement en jugeant les bénéfices inférieurs au risque. Donc voilà, première partie à retenir. Donc les traitements anti-amyloïdes sont efficaces dans les premiers stades de AML d'Alzheimer. Elles peuvent évidemment avoir des effets secondaires graves et la mise en œuvre, pardon, est complexe. Donc, ce qui est capital, finalement, c'est d'évaluer la balance bénéfice-risque. Donc là, je passe la parole à David. Merci Nicolas. Et donc, si vous m'entendez bien, sinon signalez-le dans le chat sans hésiter. Je vais juste commencer par cette diapositive toujours un peu rébarbative. On se demande à chaque fois à quoi elle sert et or elle est essentielle. Il est important que lorsqu'on parle de médicaments, lorsqu'on parle de position par rapport à des médicaments, on soit très transparent. Et donc, de la même manière que Nicolas, je suis évidemment investigateur dans beaucoup d'essais thérapeutiques et c'est évidemment tant mieux puisque c'est comme ça qu'on peut proposer de la recherche thérapeutique à nos patients. J'ai également des activités d'expertise pour le biais de laboratoire notamment. Ça permet d'éviter qu'ils phosphorent de manière totalement déconnectée de la réalité de terrain, mais aucune et absolument aucune de ces activités n'a d'intéressement personnel. Tout est sous forme de contrat libéré avec le CHU pour permettre peut-être au CHU d'avoir un peu plus de moyens à défaut d'avoir des moyens publics. Voilà, donc on peut passer à celle d'après. Et l'objet, si tu veux bien Nicolas, tu as la main normalement. Ouais. Et donc l'objet, c'est de faire un petit focus sur cet avis de la Commission de la transparence, hein, de la Haute Autorité de Santé, par rapport à l'autorisation d'accès précoce. Diapositive suivante. Le premier point, d'abord, c'est à quoi correspond cette autorisation d'accès précoce. Il faut le différencier de tout ce qu'on connaît quand on fait intervenir la commission de transparence de la HAS, qui parle du remboursement. On sait que cette commission, elle a surtout pour objectif d'évaluer le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu. Mais là, c'est un dispositif un peu particulier. Qui est réglementaire, qui est prévu par le Code de la santé publique et qui permet de mettre à disposition un traitement dans des conditions précises. Et les conditions sont les suivantes. Il faut que le médicament qui a l'indication concerne une maladie grave, rare et ou particulièrement invalidante. Il faut qu'il n'y ait pas d'alternative thérapeutique appropriée actuellement disponible. Il faut que l'efficacité et la sécurité du médicament soient présumées au vu des résultats des essais cliniques. Et il faut donc que le médicament soit présumé innovant
notamment en cas de comparateur éventuel. Alors, on va voir un petit peu en détail ce qui s'applique à la maladie d'Alzheimer. Alors, il y a deux points aussi à retenir d'un point de vue réglementaire, c'est qu'il peut y avoir une AMM, mais c'est bon, diapositive suivante. Il y a une AMM qui peut être, il y a un d'autorisation d'accès précoce, pardon, qui peut être pré-AMM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'autorisation de mise sur le marché, notamment pour ce qui nous concerne d'AMM européenne. Et à ce moment-là, c'est l'ANSM qui prend la décision, mais l'HAS suit la décision de l'ANSM, ou, et c'est le cas présent actuellement, il y a une autorisation de mise sur le marché. Et à ce moment-là, on est en post-AMM. Et là, c'est l'HAS seul qui intervient dans ce cas, parce qu'elle juge que l'indication concernée dispose déjà d'une AMM, ce qui atteste de l'efficacité et de la sécurité du médicament. Vous avez vu, j'ai mis un petit smiley, parce que finalement, d'après leurs conclusions, ils ne sont pas si convaincus que ça, mais on est quand même en post-AMM. Alors, premièrement, est-ce que c'est une maladie grave? Je vais passer très rapidement avec juste quelques chiffres pour qu'on ait quelques repères, mais j'ai pas besoin de vous le prouver. C'est une maladie, alors pour le coup, qui n'est pas rare du tout, hein, c'est 1 à 2 millions de patients, mais c'est la première cause de dépendance lourde acquise. C'est un impact majeur dans la vie quotidienne et c'est un impact médico-économique qui est très lourd et notamment croissant avec la sévérité de la maladie. En termes de chiffres, hein, vous voyez, c'est 1,3 milliard de dollars en 2019 à l'échelle mondiale, et les projections, c'est plus du double en 2030. Ensuite, est-ce qu'il y a une alternative thérapeutique? Alors, on sait qu'il y a des traitements qui sont prescrits. Il y a 4 traitements symptomatiques, 3 qui sont des inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase, et à part la mémantine, antagoniste des récepteurs NMDA. Et ils disposent d'une AMM, mais, et ça, la Haute Autorité de Santé le met très bien dans son rapport, ça a été évalué par la Commission de la Transparence en 2016, avec un ASMR de catégorie 5, c'est-à-dire pas de réelle amélioration du service médical rendu et, comme vous le savez probablement, un déremboursement effectif depuis 2018. Donc la Haute Autorité de Santé statue bien que les 4 traitements symptomatiques ne sont pas une alternative recommandée en termes de traitement. Elle est cohérente avec elle-même. Et la stratégie thérapeutique non médicamenteuse, elles existent, hein, mais la Haute Autorité de Santé déclare très bien qu'aucune de ces interventions n'a apporté clairement la preuve de son efficacité. Donc il n'y a pas d'alternative de traitement appropriée. Ensuite, bah, il reste deux critères. Un, l'efficacité et la sécurité du traitement. Et deux, le caractère présumé innovant par rapport à d'éventuels comparateurs ou même par rapport à ce qui peut être considéré comme innovant. Donc, suivant. Alors, je ne vais pas rentrer en détail. Les chiffres, Nicolas vous les a donnés. Ce sont les chiffres qui ont été communiqués pour le dossier de l'autorisation de mise sur le marché et qui ont évidemment été transmis les mêmes, hein, à à la commission de la transparence. Et vous retrouvez les indications. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'AMM a réduit son indication aux porteurs E4, un allèle E4 ou aux non-porteurs E4, mais il n'y a pas de possibilité de prescrire le médicament aux homozygotes E4, E4. Donc c'est une indication qui est considérée comme restreinte si on compare par rapport à la population de Clarity AD ou même si on compare par rapport aux autres pays comme aux États-Unis ou au Japon où il n'y a pas de limitation sur le génotype APOE. Et dans ce contexte-là, on voit que l'effet n'est pas moindre. On ne peut pas vraiment dire qu'il est différent. On a un delta qui là est à 0,53, alors qu'il était, comme vous l'a dit Nicolas, à 0,45. Les choses sont similaires. Et lorsque on regarde sur les critères de secondaires que sont la TEP amyloïde d'une part, et puis d'autres marqueurs cognitifs et fonctionnels que sont la DASCOG 14, eh bien, c'est superposable à Clarity AD. On ne peut pas vraiment dire que c'est plus ou que c'est moins. Donc, de ce côté-là, l'efficacité, elle est a priori équivalente. Mais, pour juger de l'efficacité, eh bien, la commission de la transparence a établi que sur le critère de la CDR-SB, ce différentiel était modeste et qu'elle mettait donc en doute la pertinence de cette efficacité dans la population de l'AMM. Alors, je rappelle que ce que montrent les publications, c'est dans Clarity AD, là, l'étude pivotale, il y avait bien 0,45 et que ces effets-là étaient confirmés dans la population de l'AMM, et qu'en plus,
Si l'on regarde les autres échelles, et je vous les ai mis là, la DASCOG 14, la DACOMS, la DCS MCI ADL, qui est une version particulière de la DCS ADL adaptée au MCI, eh bien, les différences étaient d'une part dans le même sens, cohérentes avec la réduction de la CDR-SB, et d'autre part, toutes étaient significatives en tenant compte des tests multiples, donc ajustées sur les tests multiples. D'autre part, il y a un point qui est important et qui a été abordé par Nicolas, c'est que cette différence de 0,45, elle doit s'analyser tout de même au regard de l'histoire naturelle de la maladie, qui, on le sait, s'étale sur au minimum quelques années, et ça peut aller jusqu'à en moyenne 9-10 ans, voire au-delà 15-20 ans pour des formes lentement évolutives. Et donc, la CDR-SB, elle a eu pour objectif de capter, puisqu'elle est une échelle qui existe depuis longtemps, hein, depuis les années 90, qui a été capter toute la sémiologie sur l'ensemble de l'évolution à l'époque de ce qu'on appelait la démence, hein, que maintenant, vous savez, on appelle le trouble neurocognitif majeur, mais la dementia en anglais. Et donc, c'est la Clinical Dementia Rating, comme son l'indique, elle est pour évaluer la démence. Et donc, ces 18 points, ils sont sur l'étendue complète de la maladie. Et donc, sur 18 mois, avec un point d'entrée dans une forme débutante dans l'essai, eh bien, on était logique de ne pas avoir un panel d'évolution sur les 18 points. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été confirmé, puisque le groupe placebo, qui lui donc n'a pas reçu de traitement, eh bien, a vu sa modification de points en moyenne de 1,66 points, plus 1,66, ce qui, au final, si on le ramène à l'étendue des 18 points, fait que 9% d'amplitude totale. Donc, si le patient ne recevait pas de traitement, eh ben, il ne changeait que de toute façon que 9% par rapport à l'amplitude que peut mesurer l'échelle. Donc, par définition, il était quand même assez difficile de mettre en évidence un écart majeur dans la CDR-SB. Et puis, de manière complémentaire, ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude Clarity AD, ils avaient préspécifié une analyse qui était la possibilité de progresser dans le stade global de la CDR, parce que la CDR, on peut soit analyser tous les symptômes qu'on cote, on fait le total complet sur 18 points, soit on fait une analyse, un score global, et là c'est plus une approche clinique simple. 0, tout est normal. 0,5, on a des troubles, mais on n'a pas de retentissement au quotidien. 1 point, on a un stade léger de démence, etc., etc. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus global. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir combien de patients passent d'un stade 0 à un 0,5 ou d'un 0,5 à 1. Eh bien, on réduisait de 0,69 le risque de progresser, on va dire d'un demi-point, la CDR en global score. Donc, c'est en parfaite cohérence avec le reste. Alors, du coup, ça amène à se poser la question, mais du coup, si la HS dit ça, c'est parce qu'elle estime que ce 0,45 de différence n'est pas suffisant. Et peut-on à ce moment-là envisager un seuil minimal de différence? Alors, c'est vrai que ça, il y a des publications là-dessus, mais on en reparlera aussi avec Nicolas. C'est un piège. C'est un piège parce que bon, ce seuil minimal de différence, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe dans plein de maladies et qui existe à travers des différentes échelles. Alors, on peut l'appliquer à la maladie d'Alzheimer, et ça l'a été fait, et on peut l'appliquer aux différentes échelles de la maladie d'Alzheimer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on mesure un seuil minimal de différence cliniquement perceptible, hein, d'une certaine manière, eh bien, c'est un expert qui voit sur 2 visites différentes des modifications du score et qui estime que là, cliniquement, il a l'impression que c'est différent. Et ça a été fait de manière tout à fait valable, scientifiquement appropriée. Et donc, ce qu'on voit, c'est le différentiel dans le sens d'une aggravation. Et donc, vous connaissez bien le MMSE. Eh bien, le MMSE, ça a été évalué entre -1 et -2 points comme cliniquement pertinent. Pour la CDR-SB, c'est plus 1 à plus de points. Pour la DASCOG, pas forcément dans sa version 14, mais peu importe, c'est plus 3 points. Vous voyez, donc ça a été étudié. Mais à chaque fois, ça a été étudié pour prendre en compte l'évolution clinique du patient, de la perception du clinicien. Donc, 2 corollaires. D'abord, un, c'est pas la perception du patient et des proches, qui eux peuvent avoir une vision complètement différente et avoir au contraire l'impression que ça a changé avec un score beaucoup plus faible ou au contraire nécessiter un score plus élevé pour avoir une impression de différence. Et puis le deuxième corollaire, c'est que ça n'a pas été fait pour comparer des groupes. Ça a été fait pour comparer un patient à lui-même. Donc c'est centré sur le patient. Et donc il va falloir trouver des méthodes pour essayer peut-être d'appliquer cela en centrant sur le patient. Et il y a des choses qui sont possibles. Je vais être rapide dessus, mais Nicolas vous en parlera un peu plus. L'idée, c'est peut-être de se dire, si on prend un seuil qu'on estime cliniquement suffisant, à ce moment-là, on regarde l'ensemble des populations, ils sont traités ou non traités, ou sous placebo, et puis ils vont atteindre à un moment donné une diminution du seuil qu'on s'est fixé.
Par exemple, mettons une CDR à 1. Donc il faut qu'il y ait un point de plus pour dire que là, à ce moment-là, ils ont décliné, parce que vous savez que la CDR, les points augmentent au plus la maladie devient grave. Et donc ils ont pris un point, le patient a significativement changé cliniquement. Et ensuite, ben, on regarde combien de proportions parmi ces individus-là, à la fin de l'étude ou à un temps donné, eh bien, ont atteint ce seuil. Et si on fixe ce seuil à 1 pour la CDR, eh bien, et on reprend les données de Clarity AD, on voit que c'est 54% du groupe traité par lecanemab contre 62% du groupe traité par placebo. Donc une réduction de 12% du risque d'avoir franchi ce seuil de 1. Et puis si on fixe le seuil à 2, on peut faire comme ça arbitrairement, eh bien c'est 22% du groupe traité par lecanemab et 35% du groupe traité par placebo. Là encore, un différentiel, d'ailleurs à peu près équivalent, c'est intéressant. Donc l'efficacité, elle peut être quand même cliniquement pertinente à évaluer entre les groupes, mais vous voyez la méthodologie pour l'interpréter est totalement différente d'aller comparer 0,45 à 1, ce qui n'est pas la bonne méthode. Diapositive suivante. Alors ensuite, un des autres corollaires qui a été souligné, c'est l'absence de supposée corrélation entre la baisse amyloïde et le bénéfice clinique. C'est ce que écrit la HAS dans son rapport. Alors là, effectivement, elle cite une revue scientifique, hein, publication de haut niveau dans Nature Review, qui en 2019 montre qu'il n'y a pas, lorsqu'on utilise anticorps anti-amyloïdes, de corrélation avec la clinique. Sauf qu'on est en 2019, sauf qu'on est avec des anticorps qui sont datant d'avant 2019, et cela, Nicolas vous en a parlé, effectivement, il n'avait pas d'effet sur le plan clinique. Mais pour autant, il n'avait pas suffisamment de capacité à retirer les dépôts amyloïdes. Alors que si on prend des méta-analyses plus récentes, par exemple celle que je vous mets ici, d'ailleurs je m'aperçois qu'il manque c'est Pang et al., il a sauté, c'est Pang et al. 2023, eh bien on voit par contre qu'avec les données les plus récentes, il y a, si on poule toutes les données, un argument positif en faveur d'une réduction des dépôts amyloïdes par rapport à la CDR-SB ou par rapport à la DASCOG. C'est-à-dire que c'est corrélé à une réduction du déclin cognitif. Et puis, par ailleurs, il vous a parlé du donanemab et de l'étude Trailblazer, qui a montré également qu'en diminuant fortement la charge amyloïde, eh bien, on réduisait le déclin cognitif et même potentiellement une moindre progression des taux au niveau régional. C'est bon. Donc, diapositive suivante. Qu'est-ce qu'il en est de la qualité de vie? Parce que finalement, si on étudie la cognition, c'est intéressant de savoir ce qu'il en est de la qualité de vie. La Haute Autorité de Santé retient que ces données sont purement exploratoires et ne sont pas exploitables en l'état. On pense que c'est quand même dommage de ne pas prêter attention quand même à des échelles qui ont été faites, qui étaient préétablies, qui sont toutes des échelles à la base validées, le Q5D, le QLAD ou la ZARET, qui est une échelle de fardeau de l'aidant, et elles ont toutes montré un déclin, soit lorsqu'on évalue sur le patient, soit lorsqu'on évalue chez le partenaire, donc généralement les dents, et il y avait clairement toutes dans le même sens. Même chose si on étudie la DCS MCI-ADL, qui est une échelle fonctionnelle, il y avait également un retentissement fonctionnel, ce qui donc par définition représente des impacts concrets dans la vie quotidienne. Et enfin, bah, ce qu'on peut dire de manière globale, c'est qu'il y avait une cohérence dans tous les domaines étudiés. Donc ça renforce quand même méthodologiquement la validité interne de l'étude, ce qui n'a pas été souligné par les méthodologistes. Donc, diapositive suivante. Autre point qui est signalé, c'est l'applicabilité de la surveillance en France. On s'est posé la question, enfin, l'autorité de santé c'est clairement a émis des incertitudes sur la capacité, notamment vu les IRM nécessaires pour surveiller la présence d'ARIA au niveau français, de pouvoir le faire. Et donc on s'est posé la question, nous, en termes d'organisation, et deux réponses à ça. D'abord, un, l'organisation des centres mémoire. Alors effectivement, comme ça a été signalé, je suis le président, donc là j'ai un gros lien d'intérêt par rapport à la Fédération des centres mémoire, mais il y a 450 centres mémoire, 32 CM2R, tous organisés autour d'une harmonisation des pratiques. C'est quand même important de le notifier. Et puis surtout, pour rapport à la surveillance IRM, qui est nécessaire et indiscutable, hein, c'est le seul moyen de pouvoir contrôler ces ARIA et de vérifier leur présence, eh bien, premièrement, la densité d'IRM au niveau français est équivalente à peu près à ce qu'il y a au niveau européen. C'est légèrement à gauche en bleu pour l'Europe, et nous on est là, comme l'indique Nicolas. Et puis lorsqu'on regarde l'antériorité de nos machines, eh ben, on est en deuxième position. Nos machines sont à 75% moins de 5 ans de vie. Donc on a des IRM récentes, l'Europe est bien au milieu, comme on le montre ici. Donc il n'y a pas trop de raison de penser que les IRM ne sont pas en quantité suffisante. Il va falloir juste, et on y reviendra si on a le temps à la fin, organiser les choses avec les radiologues pour être en capacité de. Diapositive suivante.
dernier point, ou avant-dernier point plutôt, concernant l'atrophie qui a été soulignée par la RS, par la HAS, pardon, qui indiquait un risque important, c'est le terme qu'elle utilise, non, juste avant, important par rapport à un potentiel accélération de la maladie, notamment liée à l'atrophie cérébrale induite par l'ARIA. Alors ça, clairement, il y a énormément de littérature sur la réduction du volume cérébral des patients sous anticorps anti-amyloïdes. C'est connu depuis très longtemps, et même on peut remonter jusqu'à AN 1792 que vous a présenté Nicolas. C'est clairement quelque chose qui est bien identifié, qui a été étudié même sur le plan neuropathologique. Et puis finalement, ben, on s'est aperçu que c'est peut-être plus de la pseudo-atrophie potentiellement lié à la réduction de l'activité inflammatoire, hein, une réduction d'un compartiment inflammatoire, voire aussi une contribution de l'amyloïde. Ça reste encore débattu parce qu'il n'est pas certain que l'amyloïde prenne autant de place que ça, mais en tout cas, c'est connu et surtout, ça n'a jamais été associé à un déclin cognitif directement. C'est pas clairement considéré comme une neurodégénérescence accélérée. Et ensuite, concernant les ARIA, c'est-à-dire la question que c'est les patients qui font des ARIA, est-ce qu'ils déclinent plus vite? Il n'y a aucune donnée à l'heure actuelle qui a été réétudiée en 2024 et en 2025 qui montre une accélération clinique de la maladie d'Alzheimer lorsque le patient a présenté un ARIA. Donc, on ne sait pas pourquoi il y a eu cette conclusion. Et enfin, sur le plan du génotypage ApoE, donc l'AMM européenne impose de faire un génotypage ApoE. L'HAS souligne qu'il y a des questions éthiques à la fois pour les patients et leurs familles, mais également pour les professionnels de santé. Nous on sait, ce que montrent les publications, c'est que d'abord, c'est absolument nécessaire de le faire, puisque c'est un moyen de réduire le risque et donc d'améliorer la balance bénéfice-risque. Donc l'Europe a eu raison d'une certaine manière de prendre cette décision par rapport à d'autres pays, puisqu'on améliore tout simplement la balance bénéfice-risque, même si on pourrait débattre de ce qu'on peut proposer du coup aux homozygotes 4-4. Et puis surtout, est-ce qu'on fait du génotypage ApoE en France? Oui, on le fait. On le fait systématiquement pour les malades jeunes avec un début avant 65 ans. C'est une analyse génétique qui est en concomitance pardon, les autres analyses concernant les gènes, les formes monogéniques, mais surtout qui est rendue aux patients et donc aux familles. Ça fait l'objet d'ailleurs d'une étude qui est en cours de publication, dans laquelle on a essayé de regarder si ça provoquait de l'anxiété, de la dépression ou des modifications des affects positifs ou négatifs. Spoiler, la publication n'est pas sortie, vous serez obligé de me croire sur parole, mais elle va sortir. Il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'effet négatif. En fait, pour vous en dire un petit peu plus, c'est dès lors qu'on rend l'information qu'il n'y a pas d'anomalie génétique que c'est là qu'on a le plus d'effet sur l'anxiété. Comme si le fait de ne pas avoir d'explication rendait les gens un peu plus anxieux. En tout cas, clairement, la littérature n'a pas montré d'effet négatif lié à l'annonce d'un statut du type APOE. Donc, question de la pertinence de cet argument. Voilà, et alors juste pour terminer ensuite, il y a des expériences maintenant extra-européennes. Les données sont comparables à ce à quoi on s'attendait. Là, vous avez les données qui ont été montrées au CITAD en novembre 2024. Elles vont être mises à jour avec les publications et puis surtout le CITAD cette année. Mais en tout cas, on a une survenue d'ARIA, donc d'effets indésirables liés au lecanemab dans la même proportion que ce qui était attendu. Il n'y a pas de différence, peut-être même un petit peu moins. On attend les vraies publications pour avoir une analyse fine de ce côté-là, mais en tout cas, pas un signal majeur. Et puis au niveau japonais, diapositive suivante, eh bien, il n'y a pas d'éléments non plus inquiétants. Ils ont une population qui est très tournée vers les troubles neurocognitifs mineurs, plus que les Américains. Et puis lorsqu'ils ont fait une étude, là, ce que je vous montre ici, les petits diagrammes, ce sont des questionnaires qu'ils ont adressés à 2050 patients et également 1518 cliniciens. Ils ont étudié différents aspects par rapport au traitement. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez la partie question numéro que je regarde bien, impression d'efficacité, la toute dernière, la Q21, eh bien, la valeur modale est à 2, c'est-à-dire que les patients traités avaient bien conscience que ce n'était pas un traitement miracle, ce n'était pas un traitement avec un effet majeur, mais qu'ils avaient une impression d'efficacité modérée, comme ce que le montrent les chiffres. Donc, c'est qu'il y a une bonne compréhension de la part des patients de la situation. Et du coup, juste pour finir les prochaines étapes, mais je vais être rapidement puisque Nicolas prend la suite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, la procédure d'autorisation accès précoce, elle est terminée. Il y a une décision. Il pourrait y avoir théoriquement un recours. Ça, on ne sait pas. Le laboratoire fera ce qu'il voudra. Par contre, il y a en parallèle une procédure en droit commun. C'est ça, c'est le remboursement, parce que ça va définir le plus loin SMR, puis la SMR.
Donc la commission de transparence, elle est toujours en charge des décisions de ce côté-là. Là, il y aura un recours possible avec un argumentaire contre argumentaire. On s'attend probablement à ce que ça soit un peu compliqué, mais on ne sait pas. Et ça va du coup à emmener un délai probable de 12 à 18 mois avant d'avoir l'accès au traitement. En attendant, pour ne pas perdre de temps, est-ce qu'on peut réfléchir à comment mieux évaluer le traitement? Et Nicolas, je te rends la main. Merci beaucoup, David. J'en Évidemment, profite juste une petite interruption. Déjà, ça vous laisse le temps de vous organiser pour dans 12 à 18 mois. J'introduis Ariel Azoulay qui est là, qui nous a rejoint pour modérer la session. Mais on n'a pas de questions, donc je pense qu'on est suspendu à votre discours. Mais n'hésitez pas en tout cas à poser quelques questions si vous voulez qu'on discute en fin de webinaire. Voilà, je te rends la parole, excuse-moi. pas de problème. Merci, Céline. Euh, la question effectivement qui est cruciale, c'est celle de l'évaluation de la balance bénéfice-risque. À nouveau, je pense qu'il est important, David vous l'a bien présenté, de distinguer le débat médical, qui est celui de l'évaluation de la balance bénéfice-risque, et celui de l'AMM, qui est celui qui a été traité dans le cadre de l'accès précoce, de celui du débat médico-économique, qui est quand même un autre domaine, en général pas le nôtre, qui fait appel à d'autres données, d'autres études, qui évidemment n'a pas pu être pris en compte dans le cadre de l'accès précoce, puisque la négociation sur le prix n'a pas eu lieu. Donc on ne peut pas faire du médico-éco quand on ne sait même pas combien le médicament va coûter réellement. Et donc qui est là effectivement un autre objet, et que par exemple les Britanniques ont très bien tranché, c'est-à-dire qu'ils ont dit oui, la balance, les bénéfices dépassent les risques, on donne une AMM, pour autant on ne rembourse pas parce qu'on estime que la balance médico-économique n'est pas valable. Ce n'est pas ce dont on débat là, et c'est pour ça qu'on est un peu aussi surpris de la décision de la HAS. Pour information, je suis passé vite tout à l'heure sur le point. Il y a deux systèmes de santé dans le monde qui le remboursent au niveau public étatique. Il y a les États-Unis, puisque le Medicare, qui est pour les personnes de plus de 65 ans aux États-Unis, le prend en charge. Donc, toutes les personnes de plus de 65 ans aux États-Unis peuvent être traitées par des Canemab. Donc, c'est un équivalent de Sécu, on peut dire, pour eux là-bas. Et le Japon. Le Japon aussi, le système, alors je connais moins bien le système japonais, mais en tout cas, je me suis renseigné et j'ai vu que donc, le système de soins japonais public rembourse le lecanemab également. Donc, il y a au-delà de l'AMM, il y a quand même deux systèmes de soins qui l'ont aussi évalué médico-économiquement pertinent. Mais donc revenons sur la balance bénéfice-risque puisque c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Alors comme vous le disiez David, il y a, vous regarderez dans le débat public, hein, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir à quel point les arguments sont sélectivement utilisés. Évidemment, et pour ceux qui m'ont écouté ces dernières années, moi je me mettais plutôt dans la case des sceptiques et tout d'un coup j'ai l'impression de me retrouver comme un promoteur de produits de laboratoire pharmaceutique. Et pour autant, j'ai l'impression de ne pas avoir changé de position, j'ai l'impression juste que je suis passé d'un contexte américain où tout le monde était waouh, c'est génial, il faut traiter tout le monde, à un contexte français où on dit non, c'est n'importe quoi, il faut traiter personne. Moi, j'ai l'impression d'être resté au milieu et bon, c'est assez désagréable, mais bon, je continue. Donc, à essayer de tenir le même discours. Ça marche un peu, mais ça marche mieux que ce que l'on a. C'est assez simple comme discours, mais ça semble compliqué à entendre. Donc, petit retour sur la CDRSB. Donc, comme vous disiez, David, ça évolue de manière exponentielle, en fait, cette échelle avec l'évolution de la maladie. Ça, c'est un papier qu'on a fait avec Lars Racket. Donc là, il y a un lien d'intérêt, parce que Lars est ingénieur et il est employé de chez Lilly, qui développe le donanemab. Là, il y a un conflit d'intérêt donc, qui est illustré depuis le début de l'agrégation amyloïde jusqu'à la fin de la maladie, donc les stades les plus avancés. Vous voyez donc que ça s'étale sur 20 ans et quand les gens deviennent symptomatiques, vous voyez donc c'est à partir de là, au stade prodromique, vous avez une inflexion, on est à peu près sur 10 ans de maladie. Euh, donc 18 points, c'est à peu près 10 ans de maladie. Évidemment, l'essai Clarity AD ou Trailblazer-ALZ 2 pour le donanemab, ça s'est fait sur 18 mois. Donc on est sur une petite fenêtre de cette maladie chez les gens qui avaient entre 0,5 et 5 de CDR-SB total. Donc, évidemment, l'effet qu'on a mesuré, c'est 0,45 points. Donc, si je vous l'affiche comme ça, vous voyez que c'est nul. Ça marche pas, ça sert à rien. Vous voyez, à l'échelle de la maladie, 0,45 sur 18, c'est pas grand-chose. Évidemment, si on zoome, je peux vous montrer, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure d'ailleurs, ça fait 27%, et là, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant.
Donc vous voyez que évidemment, un 0,45, ça s'interprète sur l'histoire naturelle de la maladie et la capacité évidemment à mesurer une taille d'effet au cours d'un essai qui dépend du stade et de la vitesse d'évolution de la maladie, en l'occurrence la exponentielle. Donc ça, c'est évidemment à prendre en compte, ce que n'a pas fait la HAS. Euh, Évaluer un bénéfice, c'est aussi relatif par rapport au point de vue du patient, hein. On est quand même au 21e siècle. La conception paternaliste de la médecine s'est quand même passée désormais. Donc, il faut quand même revenir aussi à ce que veulent les patients. Alors, ce que veulent les patients, il y a une littérature assez limitée malheureusement sur le sujet, mais il y a quand même un beau papier de 2020 sur une cohorte bon, de 60 individus, hein, mais bon, c'est à peu près la meilleure chose qu'on ait à l'heure actuelle qui dit que globalement, les patients veulent récupérer leur fonction. Alors malheureusement, on n'y est pas du tout. On n'est pas du tout sur ce genre de molécules à l'heure actuelle. Donc, et ce que pourraient faire finalement dans tout ce que souhaitent les patients, ces thérapies, effectivement, c'est trois points. Trois points soulignés par les patients. Donc, ralentir la progression, rester indépendant, ne pas devenir, vous voyez, une charge pour la famille. Et étonnamment, il y a quand même quelques patients qui disent qu'ils trouveraient bien déjà d'enlever les plaques. Donc, on voit que l'efficacité déjà de la perspective du patient, vous voyez, il y a plein de dimensions, évidemment, qu'il faut prendre en compte, que le patient préférerait récupérer, stabiliser, à ralentir, évidemment. Alors, ça, c'est le point de vue du patient, qui, évidemment, doit être pris en compte aussi quand on va évaluer la maladie. Maintenant, il y a aussi ce que dit le régulateur. Qu'est-ce que dit le régulateur? Alors, évidemment, faut l'adapter au contexte de l'essai Clarity AD. Donc là, je vous parle de documents de 2018, donc qui étaient pardon, qui marchaient à l'époque où l'essai Clarity a été lancé. Donc vous avez deux guidelines pour l'industrie, émis par la FDA à gauche, émis par l'IMA à droite, qui sont assez comparables. Donc, vous voyez, le régulateur quand même met déjà des instructions à la base. Là, si vous voulez faire un essai avec un médicament au stade précoce de la maladie d'Alzheimer, eh bien, vous devez utiliser tel outcome. Eh bien, c'est ce qu'a fait Clarity AD. Vous voyez que dans les deux documents qui sont assez comparables, ils disent que vous devez utiliser une échelle composite avec la cognition et avec aussi l'impact sur la vie quotidienne. C'est ce que recommandent les deux régulateurs. Et c'est d'ailleurs, quand on regarde un peu en détail ce que c'est que cette échelle CDR-SB qui a servi de critère de jugement principal à Clarity AD, c'est bien le cas. C'est une échelle sur 18 points. Vous voyez, avec 6 items qui sont chacun cotés de 0 à 3, donc 6 fois 3, 18. Donc le compte est bon. Les trois premiers items sont des items cognitifs, les trois derniers sont des items fonctionnels. Oui, c'est comment je fonctionne au quotidien, quels sont mes hobbies, comment j'arrive à m'occuper de moi-même. Et à chaque fois, vous cotez de façon assez grossière, hein. C'est une échelle justement qui a l'avantage qu'elle est tellement grossière que finalement, si vous arrivez à mettre en évidence un effet dessus, c'est pas un effet que vous observez juste dans les tests de mémoire quand vous êtes avec la neuropsy, mais bien un effet qui a un impact au quotidien. Et par exemple, gagner 0,45 points, c'est gagner à peu près 0,5 points, donc c'est passer d'une case 0,5 à 1. Alors regardons ce que ça peut vouloir dire au niveau juste individuel, hein. Ça veut dire que, par exemple, pour la gestion de vos affaires du quotidien, on va passer d'une case où vous êtes légèrement altéré à incapable de fonctionner du tout sur ces activités. Donc vous voyez, ça paraît peut-être faible, 0,5 sur 18, mais c'est ça quand même au quotidien. Et de fait, David vous en a parlé tout à l'heure. Donc, l'utilisation de cette CDR-SB comme critère de jugement principal était non seulement recommandée par le régulateur, mais aussi ça correspond à ce que demandent les patients, hein, avec ce côté multidimensionnel sur la fonction. Mais évidemment, donc en exploratoire, d'ailleurs, conformément aux demandes du régulateur, je ne me suis pas attardé dessus, mais il disait qu'en exploratoire, vous devez mettre des éléments comme la cognition, la qualité de vie, etc. Donc, c'est ce qu'a fait le laboratoire. Mais évidemment, retoqué par la HS en disant, bah, du coup, c'est exploratoire. Donc c'est un peu paradoxal aussi. Et donc vous voyez que les effets, hein, David vous l'a montré, sont aussi cohérents. Donc au lieu de se dire la HAS, bah, j'ai un critère de jugement principal, j'observe un effet. Est-il cliniquement pertinent? J'ai du mal à le savoir avec cette échelle. Regardons la qualité de vie, est-ce qu'elle va dans le même sens ou pas? Ben non, on décide de pas faire comme ça et d'interpréter de façon relativement euh, péremptoire les choses. Donc, un nouveau médicament, l'efficacité, c'est aussi relatif par rapport à l'existant, évidemment. Est-ce que le lecanemab ou le donanemab sont des nouveaux médicaments? Est-ce qu'ils font plus que l'existant? Alors évidemment, en France, vu qu'il n'y a pas d'inhibiteur de l'acétylcholinésterase remboursé, on ne sait pas. Mais quand même, vu que c'était un essai mondial et il y a des patients qui étaient traités, eh bien, regardez sur les analyses post-hoc,
D'ailleurs, c'est des éléments qui ont servi de stratification à la randomisation au passage pour les fans de méthodo. Et donc, vous voyez que le fait que vous preniez ou pas ce médicament, les médicaments symptomatiques, donc les inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase, mémantine, eh bien, vous aviez une taille d'effet, vous voyez, tout à fait comparable. Donc, c'est bien un médicament qui fait plus que l'existant, parce que vous mettiez ou pas un traitement déjà existant, le médicament, de toute façon, marche pareil, donc il fait plus. La question aussi, c'est, vu que c'est relatif, est-ce qu'il fait mieux? Alors là, c'est évidemment compliqué. C'est compliqué parce que des données d'efficacité, on les récupère sur des essais faits il y a 30 ans, quand il n'y avait pas de biomarqueurs, quand les patients étaient donc plus sévères, sans biomarqueurs, et avec des essais en plus, la plupart du temps, qui ont été menés sur 6 mois. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est à prendre avec des pincettes. C'est une espèce de méta-analyse en réseau qui a essayé de prendre tous ces facteurs-là en compte. Honnêtement, je n'en ferai pas grand-chose. En termes de valeur, néanmoins, pour autant, vous voyez que l'efficacité semble au moins pas inférieure à ce qu'on a avec les inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase. Si vous mettez, pardon, la barre devrait être à zéro pour absence d'efficacité. Et donc, vous voyez que les inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase en vert foncé semblent quand même moins bien marcher sur des échelles qui avaient été utilisées communément que ce que font les anti-amyloïdes. Et en termes d'effets secondaires, évidemment, c'est le sujet, c'est la balance bénéfice-risque. Évidemment, les anti-amyloïdes font aussi moins bien que les inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase, ils en font plus. En revanche, l'arrêt de traitement à cause des effets secondaires semble étonnamment assez comparable. Fait-il mieux que l'existant? Il faut aussi, puisque la HAS trouve le lecanemab, il est à la fois non cliniquement pertinent avec des effets secondaires préoccupants, regardons ce que la HAS recommande à l'heure actuelle et trouve cliniquement pertinent, c'est-à-dire les prises en charge non pharmacologiques, donc la prescription d'équipes spécialisées Alzheimer ou d'orthophonie. Est-ce que ça marche? Bah, regardez déjà le niveau de preuve, hein. Le niveau de preuve, en fait, la seule étude qui a été à peu près correctement montée en France, qui est l'étude ETNA 3 menée par l'équipe de Bordeaux, publiée au milieu des années 2010, en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que quand vous prenez quand même un essai de phase 3 multicentrique avec 600 patients, 653 patients, donc 300 patients dans chaque bras, testés pendant 2 ans, eh bien, en fait, vous n'avez pas d'efficacité particulière sur les échelles, critères de jugement principal ou secondaire. Eh bien, pour autant, donc ça n'empêche pas la HS d'avoir un double discours, c'est-à-dire de dire, bah oui, c'est important quand même le non-pharmaco et il faut le recommander, et d'un côté, de dire, bah non, le lecanemab, ça marche pas, il ne faut pas le recommander. Une autre façon de le comparer, c'est les tailles d'effets standardisées, on va y revenir, avec notamment le D de Cohen. Il y a notamment une étude qui avait été menée chez des patients cognitivement à risque, en fait, qui étaient déjà cognitivement un peu altérés de maladie d'Alzheimer, chez qui on avait fait des mesures intensives. C'est l'étude Finger. Et quand vous regardez, donc c'était vraiment un protocole très intensif, hein, quasiment tous les jours pendant 2 ans, les gens devaient faire des épreuves, c'était multimodal. Et bien, regardez les tailles d'effet, vous arrivez à 0,13. Le lecanemab, c'est quoi? C'est 0,21. Bah, en fait, vous voyez qu'en taille d'effet, même on est supérieur. Alors, une autre façon, comme David l'a apporté, c'est évidemment ce que font tous les régulateurs, c'est regarder ces différences minimales cliniquement importantes, les MCIDs. Euh, Pourquoi? Parce que c'est un score transnosographique. Alors, il faut revenir à la définition originale du MCID qui a été émis en 1989 par Yeschke et collaborateurs, qui est en fait, pour comprendre pourquoi les régulateurs aiment bien l'utiliser, c'est que en théorie, je dis bien en théorie, c'est la plus petite différence de score dans le domaine concerné que les patients perçoivent comme bénéfique et qui, en l'absence d'effets secondaires gênants et de coûts, nécessiterait un changement dans la prise en charge du patient. Donc, vous voyez que premièrement, la MCID, c'est censé être un domaine perçu par les patients, premièrement. Et deuxièmement, c'est évidemment relatif aux effets secondaires. Dans la maladie d'Alzheimer, comme vous l'a montré David, déjà, la vie du patient a sauté, ce qui peut s'entendre dans le sens où, évidemment, on est tous au courant qu'il y a la nosognosie. Mais quand même, c'est un élément à prendre en compte. Au moins, la vie d'un tiers ou d'un aidant pourrait être intéressant. Et puis, deuxièmement, comme vous l'a dit, David, donc c'est une différence de score pour un individu donné, et c'est toujours comme ça qu'est établi l'AMCID dans toute la littérature, que ce soit dans l'Alzheimer ou en dehors du domaine de l'Alzheimer. Donc, vous mesurez un même patient dans le temps et vous demandez au clinicien pour la maladie d'Alzheimer, donc, quelle est la différence qui est cliniquement pertinente, enfin, si le patient a une évolution cliniquement pertinente entre deux visites.
Et si oui, eh bien, ça correspond à quel seuil sur la CDR-SB? Donc, on retrouve ces 1 point et ces 2 points qui sont évidemment bien supérieurs à la taille des faits, la différence sur la CDR-SB absolue qu'on a entre les deux groupes. Donc, la chaise vous dit non. Mais comme vous l'a dit, la ville aussi, c'est un seuil, et ce seuil, évidemment, bah, c'est plus vous faites durer, bah, plus il peut être dépassé. Notamment si vous avez un traitement disease modifier où l'effet est attendu de s'accentuer avec le temps. D'ailleurs, c'est étonnant, mais quand vous regardez par exemple le régulateur allemand qui s'appelle l'EQWIG, qui en fait même vous explique hein, dans son manuel comment utiliser le MCID et il vous dit clairement, hein, vous pouvez le voir, c'est page 176, que en fait ça s'étudie non pas pour comparer deux moyennes, mais pour fixer un seuil que l'on va dépasser ou non. Et après, donc il faut regarder s'il y a une différence de proportion entre ceux qui passent ce seuil et ceux qui ne le passent pas. Et ça, c'est considéré comme un effet pertinent. Et là, quand vous regardez ça, eh bien, ce que vous disiez David tout à l'heure, je voulais illustrer là. Eh bien, effectivement, vous avez un effet en fait hein, du lecanemab, du donanemab, puisque il y a un hazard ratio d'à peu près 0,6, donc il y a 40% de moins de patients qui franchissent un MCID sous traitement que sans traitement. Donc vous avez en fait un effet hein, des médicaments sur le MCID, même s'il n'atteint pas ce MCID. Une autre façon, ça peut être aussi d'utiliser des tailles d'effets standardisées, comme le dé de Cohen, par exemple. Et là, effectivement, on retrouve bien ce que l'on dit depuis le début, c'est-à-dire que c'est un médicament qui marche, mais dont la taille d'effet reste modeste, hein. Le lecanemab est à 0,2 de taille d'effet standardisée. Je vous rappelle que la taille d'effet standardisée, ça s'interprète de la façon suivante. 0,2, c'est petit, 0,5, c'est moyen, et 0,8, c'est déjà important. Et de fait, si vous affichez non pas les moyennes et les écarts standards comme aiment bien le faire les laboratoires, mais plutôt à la façon académique où vous mettez des box plots avec des moyennes et des écarts types, pas des erreurs standards, eh bien, vous voyez la différence après traitement entre le placebo et le traitement, c'est beaucoup moins impressionnant. Pour autant, regardez à nouveau le régulateur allemand qui vous dit que effectivement, le seuil que l'on pourrait utiliser sur ces tailles d'effets standardisées, c'est 0,2. Donc, on passe ce seuil. Euh, de manière aussi un peu simpliste, moi tout du moins, c'était ma perspective, alors c'est pour ça que je vous en parle. On pourrait se dire aussi, on pourrait faire des ratios entre le NNT, le Number Needed to Treat, vous savez, le nombre minimum de patients pour avoir un événement à traiter, et le NNH, le Number Needed to Harm, donc le nombre nécessaire de patients à traiter pour avoir un effet indésirable. C'est évidemment plus compliqué que ça, puisque évidemment ça dépend de ce que vous choisissez comme NNT et comme NNH, qui va évidemment qui va impacter ce ratio. Donc le ratio en lui-même ne peut pas être utilisable. Pour autant, il est intéressant de regarder ce qu'on a, notamment pour les comparaisons avec d'autres domaines, puisque on nous dit souvent que, bah, regardez, on est quand même dans une maladie où de toute façon ça avance pas, on est à un stade précoce. Alors, regardons ce que, par exemple, l'HAS a elle-même autorisé et jugé cliniquement pertinente. Donc, par exemple, un cancer du sein à un stade précoce HER2 muté, un anticorps anti-HER2 qui s'appelle le trastuzumab a été jugé comme SMR modéré SMR4 en 2016 par la HAS. Et quand vous regardez le number needed to treat, c'est 11. Et les effets secondaires graves, c'est 0,5%. On n'est pas très différent de ce qu'on observe avec le lecanemab et le donanemab. Vous voyez 13, 10 et des effets secondaires de l'ordre de 0,5 à 1,5%. Pareil dans la sclérose en plaques, on pourra en discuter avec les spécialistes là, notamment dans les formes progressives cette fois-ci, qui justement sont discutées en termes de remboursement, mais pas d'AMM, pas de balance bénéfice-risque. Donc, c'est l'ocrelizumab, où là, encore une fois, vous avez des NNT et des NNH qui sont finalement pas si éloignés de ce qu'on observe avec ces médicaments dans la maladie d'Alzheimer. Alors, est-ce qu'on doit, une fois qu'on a essayé de défendre ça, s'arrêter là et se dire, bon, bah, c'est très bien, on continue comme ça, et puis le régulateur a qu'à s'adapter? Oui et non. Évidemment, on peut plaider pour ce que la HAS change son cadre de lecture. On peut aussi plaider pour ce que on fasse aussi des essais cliniques différents. On pourrait faire des essais cliniques plus longs. Moi, je suis le premier à rêver d'essais cliniques sur 10 ans. On sait aussi que malheureusement, c'est un doux rêve et ça n'existera pas pour deux raisons. La première, elle est méthodologique. C'est que si vous faites un essai sur 10 ans, vous avez un taux d'attrition monstrueux, vous avez plein de perdus de vue et votre essai à la fin, il est plus valide. Donc, les méthodologistes de la HS, de toute façon, vont vous retoquer.
Le deuxième, c'est que de toute façon, un essai sur 10 ans, ça coûte déjà, un essai sur 18 mois, ça coûte déjà des milliards de dollars. Sur 10 ans, c'est encore pire. Et puis, vous avez des durées de brevet qui rendent les choses impossibles. Donc, ne demandons pas des essais sur 10 ans, ça n'a aucun sens. En revanche, on peut peut-être essayer de demander aussi aux firmes des essais un peu plus intelligents, notamment des essais qui, pour ce type de molécules, nous aideraient à mieux comprendre ce qui va se passer à long terme. Je vous explique notre problème. C'est que ce qu'on a vu, je vous rappelle, c'est ça. C'est sur 18 mois, on a 0,45 points. Tout l'enjeu, c'est finalement aussi en termes d'efficacité de savoir si on a un vrai disease modifier, c'est-à-dire qu'en fin de maladie, 10 ans plus tard, on aura toujours 27% d'efficacité relative, donc un gain, vous vous rendez compte, de 35 mois à 3 ans. 3 ans de retard dans l'entrée en EHPAD. Donc là, on aurait un effet massif d'efficacité. Ou si on n'est pas sur un disease modifier, mais un traitement pseudo-symptomatique, où on va rester avec ces 0,45 points qui se traduisent seulement par un retrait, par un retard de 6 mois d'entrée en EHPAD, qui évidemment en termes d'efficacité n'a rien à voir. Donc, vous voyez, hein, donc cette variabilité, évidemment, elle dépend du scénario que vous choisissez. Et là, pour le coup, on n'a aucune donnée, si ce n'est des espoirs. Et donc, c'est important de savoir. Et comment on pourrait mieux savoir? Alors, évidemment, je vous ai dit, on ne va pas faire des essais sur 10 ans. Pour autant, on pourrait s'inspirer de ce qui est fait ailleurs en neurologie, notamment dans la maladie de Parkinson, où nos collègues ont largement travaillé sur ces essais dits delayed start, où vous commencez un essai ou avec deux groupes, hein, un groupe actif pour placebo, puis à un moment donné, tout le monde passe en groupe actif et vous regardez si les deux courbes finissent par se rejoindre et si elles se rejoignent, alors à ce moment-là, vous n'avez pas d'effet disease modifier, finalement, que vous commenciez tôt ou tard le traitement, ça ne change rien, donc c'est un effet probablement plutôt symptomatique. Donc on pourrait demander ça plutôt que des essais comme ça en double bras, ce qui nous aiderait déjà à avoir l'idée que c'est bien des disease modifiers, donc on peut s'attendre à ce que l'efficacité augmente au moins avec le temps. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez que l'évaluation d'un bénéfice-risque, c'est évidemment complexe. C'est pour ça qu'il y a aussi besoin d'experts, évidemment, qui doivent être le plus indépendants possible de l'industrie. Mais c'est pas juste une affaire de méthodologiste évaluer un bénéfice-risque, parce que c'est relatif à la maladie, à son histoire naturelle, à ce que souhaitent les patients dans cette maladie, évidemment à l'existant. C'est aussi prendre en compte quand on utilise des seuils absolus comme le MCID, de savoir les utiliser correctement. Je suis désolé, c'est un peu péremptoire envers la HAS, mais ça m'a pas mal agacé. Et puis, évidemment, vous l'avez vu, dans cette maladie complexe, avec plein de dimensions, il est indispensable d'avoir plein de perspectives et il faut quand même avoir un critère de jugement principal. Donc, il faut aussi réaligner les objectifs. Pour autant, on peut quand même faire mieux. On peut essayer de, à l'avenir, avoir des essais qui soient peut-être un peu plus longs, par exemple 24 mois, voire 30 mois, pourquoi pas 36 mois. Bon, ça commence à devenir long avec un taux d'attrition, mais au moins 24 mois avec des designs delayed start qui nous aideraient déjà à mieux estimer ce qui pourrait se passer à long terme. Voilà, j'en ai fini. Je repasse rapidement la parole à David. Ah oui, non, j'ai un peu traîné, pardon. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je vais être très rapide parce que c'est pour essayer de se donner un peu d'espoir et puis de se dire si jamais ça marche par la suite, bah, comment on s'y prépare. J'ai vu qu'il y a des questions en plus, notamment concernant les CMT ou faire la POE. Et donc voilà, si on est un peu dans la science-fiction, mais je n'espérais pas tant que ça et qu'on arrive à disposer à terme de ce traitement-là. Dans l'idéal, il faudrait être rapide parce que on sait que chaque mois et a fortiori 6 mois et un an qui passent, le patient décline, c'est de la capacité cognitive qui est perdue et il risque à un moment donné de basculer dans une maladie d'Alzheimer au stade modéré, plus au stade débutant, et donc il n'est plus indiqué de débuter le traitement. Et c'est ça notre crainte, notre principal écueil quand si plus tard on devait rembourser le médicament, c'est une perte de chance pour ceux qui sont basculés dans la phase modérée. Donc, dans l'idéal, il faudrait mettre maximum 4 mois. Alors, c'est un peu pieux. Pour se donner des objectifs, il faut savoir se donner des objectifs qui sont ambitieux mais réalistes. Et diapositive suivante, la première étape va évidemment se passer au niveau de la consultation en centre mémoire, qu'il soit CMT, CMP même. Il peut initier des choses, et puis a fortiori en CM2R. Donc, du coup, la FCM a établi, grâce aux recommandations du groupe de travail spécifique dont Nicolas faisait partie, une checklist
des éléments qui doivent être vérifiés avant d'envisager toute stratégie thérapeutique, par exemple avec le lecanemab, et on pourrait imaginer l'appliquer tout à fait à d'autres molécules. Pour l'instant, ça n'a pas été fait, ça n'est fait qu'avec le lecanemab. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, diapositive suivante, eh bien, une fois que la première étape est passée, on passe le relais vers, pour l'instant, ce qui serait une HDJ diagnostique, parce que la preuve de la pathologie amyloïde est bien sûr obligatoire. Il faut déterminer s'il y a une pathologie amyloïde avant de mettre en route un traitement anti-amyloïde. Et donc, pour l'instant, c'est la ponction lombaire qui, en France, occupe la première place. Le PET amyloïde venant généralement en complément si la ponction lombaire n'est pas possible, contre-indiquée, ou s'il y a un résultat douteux. Et poser dans les questions la place du génotypage ApoE, on pense qu'il pourrait tout à fait être intégré à cette occasion-là. HDJ pré-diagnostic, pré-thérapeutique, pardon. On fait le génotypage ApoE et la ponction lombaire en même temps, en indiquant que on rendra l'ensemble des résultats et le génotypage ApoE, évidemment, si le diagnostic est bien retenu, une maladie d'Alzheimer, sinon ça n'a pas tellement de sens. Et il ne faut pas oublier le bilan neuropsychologique et orthophonique qui permet de mieux affiner le phénotype. Ensuite, concernant les biomarqueurs plasmatiques, on sait que c'est demain, hein, et un demain proche, évidemment qu'ils auront un rôle à jouer en remplaçant parfois de manière pure et simple la ponction lombaire, peut-être en permettant de présélectionner quand il y a un résultat un petit peu intermédiaire ou en écartant un diagnostic, car la valeur prédictive négative peut être assez performante. Et à ce moment-là, ce n'est pas un patient qui sort du circuit, c'est un patient qui doit continuer son circuit, mais vers un autre diagnostic. S'agit-il d'une autre maladie qu'une maladie d'Alzheimer? Et puis, une fois que tout le bilan est fait, le groupe de travail et la Fédération des centres mémoire ont établi qu'il faut discuter de l'indication et la valider au même titre que cela est fait dans bien d'autres maladies. Vous savez qu'en sclérose en plaques, les RCP sont fréquentes pour décider des stratégies. Eh bien, c'est la même chose ici. La composition a été proposée par le groupe de travail et les missions de cette RCP, hein, dans la validation du diagnostic, dans la vérification d'absence de contre-indication, la balance bénéfice-risque qui doit être favorable au patient. On la voit qu'elle est vraiment analysée à l'échelle du patient. Et puis, éventuellement, aussi la possibilité de conseiller des examens supplémentaires, soit pour affiner le diagnostic, soit pour envisager des alternatives. Tout ça, c'est préalable à la première HDJ de traitement. Et donc là, cette fois-ci, c'est l'hôpital de jour de traitement. Diapositive suivante. Où là, évidemment, de principe, on reviendra sur les critères de principe, hein, pour vérifier que tout est bien validé. Soyons extrêmement prudents, mais une fois que tout est validé, eh bien, on peut traiter le patient. Ce que j'ai mis à la fin, c'est juste une petite réflexion sur ce que représente traiter dans un centre une file active de patients avec le lecanemab. Vous savez que c'est une injection tous les 15 jours, donc ça revient vite. Et donc, tout simplement, si vous voulez être en capacité de traiter 20 patients, eh bien, c'est 10 injections par semaine, soit sur un hôpital de jour qui fonctionne du lundi au vendredi, pardon, 2 injections par jour pour 2 patients différents. Si vous voulez traiter 30 patients, 15 par semaine. Si vous voulez traiter 60 patients, c'est 30 injections par semaine. Donc on voit bien que de toute façon, ça ne sera pas, quoi qu'il en soit, des quantités de patients astronomiques où on va traiter des milliers et des milliers de patients comme ça rapidement. C'est une stratégie qui va être nécessairement adaptée, personnalisée et qui va demander aussi une adaptation progressive de nos capacités. Mais elles ont été anticipées. On savait très bien qu'on pouvait le faire. On aurait bien aimé le faire avec une autorisation d'accès précoce, puisque c'était un moyen de mettre le premier pied à l'étrier avant de monter progressivement en puissance. Et diapositive suivante. Et enfin, je voudrais juste rappeler que ce n'est pas une affaire que de médecins, encore moins que de neurologues, mais aussi qui fait intervenir toute une filière de soins, tout un parcours avec les infirmières qui vont coordonner, qui vont surveiller les patients et qui vont faire de l'information tout au long du traitement. Un rôle des neuropsychologues et des orthophonistes qui vont faire l'évaluation initiale, qui vont mesurer le suivi sous traitement. Et on avait aussi anticipé des mesures dans un registre dédié pour voir eh bien, l'efficacité en vie réelle de ce qu'il en est. Et puis on n'oublie pas aussi le soutien et la psychoéducation auquel les psychologues participent volontiers. Et puis globalement, tout un système de la filière de soins impliquant le médecin traitant, l'éducation thérapeutique, le médico-social, puisque cet outil thérapeutique ne vient pas comme l'outil thérapeutique avec un grand O, mais vient comme un outil thérapeutique en complément des stratégies de manière personnalisée pour une phase
précise de la maladie, qui est la phase débutante, donc maladie d'Alzheimer prodromale et troubles cognitifs majeurs au stade léger. Voilà, et donc si on conclut, alors juste en conclusion, bien entendu, la Fédération des centres mémoire a anticipé la formation qui va être nécessaire pour former chaque professionnel de santé qui va intervenir dans le parcours. Et donc il y avait déjà des contacts établis avec les différentes sociétés savantes pour alimenter en contenu pédagogique approprié toutes les partenaires. Et donc, je vous ai parlé des radiologues et des IRM. Donc, les IRM, elles sont là, les machines sont récentes. Et l'idée, bah, avec la SFNR, avec la SFR, de mettre en place la formation pour le diagnostic des ARIA, pour l'adressage, pour la prise en charge, qui se fera souvent par de la médecine d'urgence. Donc, du coup, la Société française de médecine d'urgence, etc. Donc, tout ça a déjà été pré-réfléchi, préétabli. D'ailleurs, on n'avait plus qu'à commencer à faire les programmes de formation, qui avaient déjà, les programmes étaient déjà d'ailleurs ficelés, mais à lancer vraiment les choses. Bon, pour l'instant, on va pas ne pas le faire, on va le faire avec un peu plus de temps, puisque l'HAS nous l'autorise, entre guillemets, même si on aurait aimé être un peu plus pressurisé. Voilà. Donc en diapositive finale, les 5 messages peut-être clés, hein, c'est que oui, c'est un traitement innovant, mais qui nécessite une organisation complexe parce qu'il y a une balance bénéfice-risque qui est très ténue. Ça, personne ne le nie. Je pense que ce serait erroné d'imaginer l'inverse, mais que c'était véritablement un soin nouveau qui ouvre une nouvelle ère et qui va peut-être servir de référentiel pour la suite. Et donc mettre en difficulté la France pour participer aux prochains essais thérapeutiques si le gold standard devient l'immunothérapie anti-amyloïde. La multidisciplinarité, je vous l'ai prouvé, elle est essentielle, elle va faire intervenir de multiples équipes, mais l'objectif, c'est un accès équitable et anticipé, et qui place le patient au centre de la décision. Et on a toujours l'habitude de le dire, et on se dit, non, mais l'Alzheimer, c'est un peu un vœu pieux. Non, pas dans cette situation-là, puisque ce sont des maladies d'Alzheimer au stade débutant, donc des patients qui sont en capacité de comprendre les tenants et les aboutissants, les risques, la balance bénéfice-risque, et si bien que le consentement, pardon, n'est clairement pas un formulaire. Hein, c'est vraiment un processus partagé, et je pense qu'on va arrêter là. Merci beaucoup. Eh ben, est-ce que, Ariel, tu penses qu'il y a des questions qui sont brûlantes pour nos deux orateurs? Euh, Moi, j'en ai quelques-unes, mais je sais pas si tu veux commencer ou je commence comme tu veux. Vas-y, vas-y. Alors déjà, petite question naïve, je me demandais si tu parlais, Nicolas, des effets disease modifier et le futur des essais thérapeutiques, comment faire en sorte on puisse voir un effet supérieur à ce qu'on observe aujourd'hui, en donnant en ayant des études plus longues notamment, etc. Et tu as énuméré toutes les possibilités. Je me demandais si, en, en prenant des patients peut-être plus sévères, c'est une question comme ça, est-ce qu'on verrait un effet plus rapide, comme on voit quand on a des progresseurs rapides, si tu veux, ou des formes plus actives de maladies? Est-ce que du coup, sur une période courte, on pourrait voir davantage d'effets? Et donc peut-être que ça aurait changé le cours de la vie de l'HAS, je sais pas. Ça, c'est une première remarque. Et puis l'autre, c'était sur les effets secondaires. J'ai pas bien compris si c'était dans la vraie vie ce qu'on a donné ou si c'est seulement ceux qui étaient dans l'étude Clarity. Et est-ce que quand qu'on va supprimer tous les patients qui ont des phasé-Cas3, qui ont un ApoE4 homozygote, etc., est-ce que finalement on va pas arriver à des effets secondaires avec des taux tout à fait raisonnables et très 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 bas? Voilà. Alors, merci beaucoup pour la réponse sur les stades. Elle est complexe et elle est à la fois ultra pertinente. Effectivement, si tu fais un essai avec des patients plus évolués, vu que l'évolution sur la CDR-SB est exponentielle, tu vas avoir plus de taille d'effet. Effectivement, ce sera plus simple d'avoir ces tailles d'effet absolues. Pour autant, les seuils de MCID augmentent aussi avec la sévérité. Donc, c'est un niveau de complexité. Aussi, si tu fais des patients avec un effet
plus évolué, tu as aussi un taux d'attrition plus important. Ce sont des patients qui évoluent plus, malheureusement, pour lequel il va y avoir plus de sorties d'études à cause de troubles du comportement, à cause de plein d'erreurs de parcours, d'épisodes confusionnels qui vont mener à des hospitalisations, qui vont compliquer la participation aux études. Donc ça, on sait que c'est un problème aussi juste. Donc là, c'est la réponse Oui, vraiment c'est purement vrai. méthodologique. Et il y a aussi la réponse qui est plus biologique, qui est celle d'imaginer, en tout cas c'est l'hypothèse actuelle, que l'amyloïde aurait probablement plus d'importance dans la physiopathologie au stade précoce de la maladie. Donc finalement, la pertinence biologique d'enlever l'amyloïde à un stade où il y a une tauopathie déjà diffuse partout, parce qu'on sait que la tauopathie s'auto-entretient et s'auto-diffuse à un certain stade, donc l'amyloïde n'a plus cet effet promoteur de tauopathie à un moment donné. Donc, finalement, au moins pour les anti-amyloïdes, je ne suis pas sûr que ça apporte finalement un quelconque avantage. Et on le voit un petit peu d'ailleurs dans l'essai du donanemab, où on a une taille d'effet absolu qui est similaire en fait entre les patients avec plus de lésions tau sur le PET que les patients qui ont moins de lésions tau sur le PET, donc qui sont à un stade plus avancé. Même taille d'effet absolu, mais en revanche, taille d'effet relative inférieure, puisque c'est des patients qui ont plus évolué aussi dans le groupe placebo au cours de l'étude. Donc, on voit bien que pour les anti-amyloïdes, c'est probablement pas l'idéal. La deuxième question, c'était sur les effets secondaires. Donc, effectivement, ce qui est sorti, moi, ce que j'ai vu dans des papiers américains essentiellement, dont parlait David tout à l'heure, c'est que les taux d'ARIA se maintiennent à peu près aux alentours de 10% dans la vraie vie. Dans la vraie vie, dans la pratique américaine, puisque, comme je vous disais, c'est remboursé par le Medicare. Ce qui veut dire que, donc, déjà, il n'y a pas une explosion du taux d'ARIA sous traitement. Donc, ça veut dire que, un, les neurologues font bien leur boulot, probablement. Et puis, deux, aussi, qu'on détecte moins dans la vraie vie. Ça, il faut un peu d'expérience d'essais cliniques, justement, pour s'en rendre compte. C'est micro-ARIA. Et ça permet de répondre à une question d'un de collègues que j'ai vu dans le chat. Je suis désolé, j'ai oublié le nom. Ah, c'est Monsieur Quincampoix qui me demandait comment on a 15% d'ARIA dans le groupe placebo. Ben, c'est une excellente question. C'est la question à poser. Et en fait, c'est parce que bah, vous avez des micros d'hypersignaux flares qui apparaissent, quelques micro-bleeds qui apparaissent au cours naturel, dans l'histoire naturelle de la maladie. Et donc, ça qualifie une ARIA légère. Donc, vous voyez que vous avez un spectre dans les ARIA qui est très, 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 très variable. Et donc, dans la vraie vie, probablement qu'on ne les capte pas. Hein. C'est pour avoir des fois, souvent au cours des essais cliniques, puisque c'est une autre question dans le chat à laquelle ça va me permettre de répondre. Effectivement, le fait qu'il y ait une ARIA, ça nous oblige à suspendre le traitement, voire l'arrêter définitivement selon la sévérité. Donc, nous-mêmes, en tant qu'investigateurs, on se repenche sur les cas. Donc, on revoit les IRM. C'est vrai que des fois, on s'arrache les yeux hein, sur l'ARIA pour vraiment la voir. Même avec les yeux de la mauvaise foi, c'est pas si simple. Ça, c'est pour les ARIA légères. Donc, ce 10% de la vraie vie est probablement lié au fait que, un, on détecte moins ces ARIA très légères, mais qui sont finalement cliniquement peu pertinentes. Donc, c'est pas très grave. Et deux, que les neurologues américains sont bien capables de faire leur boulot dans la sélection des patients. Et donc, ça me permet, pardon, je fais une réponse directement à la question sur une critique qui avait été souvent faite effectivement aux essais anti-amyloïdes à juste titre, qui était que finalement, est-ce que l'efficacité ne peut pas être biaisée par ce design et c'est l'arrivée de ces ARIA? Bah, quelque part, oui, puisque vous avez modifié le design, en effet, par l'occurrence de ces ARIA, et les ARIA arrivent plus dans le bras traité. Donc, vous induisez un probable biais. Alors, la réponse est oui, et c'est ce qu'a d'ailleurs dit la HAS et son offusque. Si vous regardez néanmoins un peu la littérature sur le sujet, et que vous regardez notamment tous ces essais négatifs qu'on a eus jusqu'à présent, c'est là où ça devient un peu intéressant, c'est que par exemple, notamment un des plus récents, le gantenerumab forte dose, c'est les essais Graduate 1 et Graduate 2. Donc le gantenerumab, c'est un autre anticorps anti-amyloïde, 24 mois, Roche, à peu près les mêmes patients. Une clairance amyloïde intermédiaire aux alentours de 45-50 centiloïdes quand on dépasse 60 pour le lecanemab et 80 pour le donanemab. Et en revanche, zéro efficacité clinique. Donc zéro efficacité clinique après 24 mois et pourtant des taux d'ARIA à peu près comparables aux essais de lecanemab et donanemab. Donc finalement, si ce biais, cette levée d'aveugle fonctionnelle liée au design devait expliquer l'efficacité du lecanemab,
elle explique pas du tout pourquoi on a une efficacité dans les essais lecanemab, donanemab et pas dans le gantenerumab, qui avait pourtant un taux d'ARIA similaire, et pas dans tous les anciens essais qui avaient déjà des taux d'ARIA aussi, où il y avait des modifications de design. Donc pour moi, cet argument, il est pas valide et en tout cas, il n'est pas honnête de le mettre au premier plan sans prendre en compte ces données de la littérature. C'est très intéressant tout ça. Je pense que les experts de la HAS seront intéressés d'avoir vos évaluations et vos commentaires. On espérera qu'ils se connecteront sur la chaîne YouTube de la SFN pour revoir tous ces commentaires. Est-ce qu'on peut faire peut-être juste quelques réponses très rapides sur des questions? Est-ce qu'il va falloir faire des génotypages ApoE dans les CMT ou pas? Alors, Ou vous allez faire vous-même? non, on n'a pas pour l'instant a priori de génotypage APO à faire dans les CMT. De toute façon, il y a deux éléments. D'abord, un, si un malade est jeune, là les choses sont simples, sont déjà établies. C'est toujours au CHU de Rouen, ça je peux bien en parler puisque je connais bien la situation. On fait les analyses du génotypage, y compris génotypage APO pour les malades avec un début avant 65 ans. Et si le traitement avait été disponible, on avait déjà prévu une procédure de génotypage accéléré, de telle sorte que le résultat il soit envoyé en quelques semaines. Après, la suite des investigations, les gènes monogéniques, enfin les formes monogéniques, les autres facteurs de risque seraient rendus après. Pour les malades plus âgés, il y aurait une organisation à faire en local avec les centres de génétique, mais là encore, on avait déjà anticipé les choses, on avait discuté avec les principaux centres de laboratoire de génétique et les choses se seraient très bien passées. Faut pas non plus avoir d'inquiétude majeure sur l'afflux de ces prélèvements génétiques. Je vous ai montré que le principal lieu d'étranglement, entre guillemets, c'est l'hôpital de jour de traitement. Les génotypages, une fois qu'il est fait une fois, même si on considère qu'il y aura il y aura des négatifs, c'est pas le problème. Et alors, que ferait-on si on avait le traitement déjà dès maintenant, après 18 mois de traitement? Vous continuez, vous arrêtez? Et justement, on s'était un peu mouillé dans les recommandations de la Fédération des centres mémoire dans le groupe de travail où on n'avait pas imaginé ce scénario, mais on avait déjà émis des recommandations. On s'était dit, bon, après 18 mois, il y a plus de données, tout simplement. Et on sait aussi que les patients, comme je l'expliquais tout à l'heure à Ariel, à un stade plus avancé, biologiquement plus avancé de la maladie, risquent de moins bénéficier de ces traitements. Donc, ce qui a été raisonnable, ce qui nous semblait raisonnable, c'était de les réévaluer après 18 mois et de voir s'ils répondent toujours aux critères d'inclusion en termes de sévérité, à savoir ils sont toujours au stade léger de la maladie. Alors oui, poursuivons. S'ils passent à un stade plus avancé, on n'est même plus dans les critères d'inclusion après 18 mois, à ce moment-là, on propose d'arrêter. C'est d'ailleurs ce qui est fait dans la plupart des centres américains, hein, par bon sens clinique, finalement, tout simplement. C'est vrai que l'expérience des autres pays parfois permet à la France, qui a parfois un peu de retard, de s'organiser. Alors peut-être juste dernière petite question, est-ce que vous pensez que si le traitement n'est pas remboursé, on aurait quand même une possibilité de le proposer avec voilà, sans remboursement ou c'est vraiment probablement très 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 trop cher? Alors, il y a un Vous avez élément, une alors, idée? l'élément de prix, oui, évidemment, reste à déterminer, mais même indépendamment de ça, et je vois que c'est la question d'Anne-Cécile Troussière, que je salue au passage parce qu'on se connaît, eh bien, elle est logique, elle est prégnante, mais la réponse, c'est que c'est un médicament à usage hospitalier, et uniquement hospitalier, qui nécessite un agrément aux collectivités. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui ont connu l'histoire du PET amyloïde qui, au demeurant, est un radiotraceur, donc considéré comme un médicament, eh bien, n'a pas été longtemps accessible parce qu'il n'avait pas l'agrément en collectivité. Sans cet agrément en collectivité qui est fourni par la Haute Autorité de Santé, eh bien, l'hôpital n'est pas en capacité de vendre le médicament, tant bien même il l'achèterait. Et donc, ça n'est pas en théorie possible. Alors, ça reste, toute la réponse est très récente puisque la décision de la HAS date de la semaine dernière. C'est la première réponse que je peux faire parce que on l'a un petit peu étudié. On va vérifier que ça reste vrai. Donc, du coup, la question de l'accès au traitement, parce que j'ai plein d'argent et que moi je veux quand même le faire, eh ben, a priori, ça ne sera pas possible en France. En revanche, bah, vu que je me permets de nuancer, c'est Ouais, qu'en novembre, la HAS se répondra sur SMR, ASMR. Et si par exemple elle décide de faire ce qu'elle a fait pour les anti-CGRP, c'est-à-dire de pas dire SMR insuffisant, mais de dire, on va dire, SMR faible et ASMR 5, donc en gros, c'est disponible, mais on rembourse pas. C'est un peu l'équivalent des CGRP pour simplifier. À ce moment-là, on est dans un autre scénario.
où effectivement, comme les anti-CGRP, enfin au moins un d'entre eux, celui qui est disponible en IV, il devient accessible et à ce moment-là, ça nous posera de sacrés problèmes. Mais il est possible que le laboratoire ne lance pas le produit en France, du coup, si c'était ce cas-là. Il est On verra, possible. on verra. Eh bien, écoutez, je vous Eh propose bien, qu'on dans se ces retrouve. cas-là, il faut aller en Allemagne, j'ai envie de vous dire, parce que le traitement, vu qu'il y a une Ouais, AMM, mais il est disponible en Allemagne et en Autriche. Vous pouvez y aller, vous Non, ferez non, ce que non, vous voulez. Nicolas, tu ne peux pas dire ça. Il ne faut pas aller en Allemagne pour ça. bon, Pour nous, nos écoutez, passions. on se retrouve peut-être dans quelques mois pour faire une mise à jour. Merci en tout cas à vous tous. Volontiers. Est-ce que voilà vous merci beaucoup à Ariel, Nicolas et David d'avoir participé et animé ce webinaire. Très intéressant, comme d'habitude. On va libérer nos participants. Juste, je vous annonce la date du prochain webinaire. Ce sera le 3 décembre à 18 h. On va rester dans une thématique proche parce qu'on va parler des présentations cliniques à la frontière entre la psychiatrie et la neurologie, en particulier dans les maladies neurodégénératives. Donc ça va être assez sémiologique, peut-être un peu thérapeutique, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous le 3 décembre. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets qui vous intéressent particulièrement. Voilà, très bonne soirée à tous. Merci à nos orateurs et à Ariel pour la modération et à très bientôt. Bonne soirée. Beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.